Alors c'est qui celui-là? Grogne le type devant lequel Ferchid a été poussé sans ménagement. Lui aussi pourrait sortir d'un film, pas tant de pirate d'ailleurs que d'un western. Il est coiffé d'un chapeau de cuir à large bord, décoré de la tête de mort, et porte une tunique bleue à boutons dorés, style septième de cavalerie. À sa ceinture sont accrochés un sabre, probablement récupéré dans un musée, et deux pistolets sommaires de fabrication, visiblement artisanale. L'homme est affalé sur des coussins dans sa cabine située sous le pont central. Ses jambes, gainées de hautes bottes à la mousquetaire étendue en travers de sa couche. Il fume une longue pipe, emplie d'un mélange plutôt agréable, et deux femmes de son équipage l'encadrent, dont on remarque, d'autant mieux, les pantalons bouffants et chamarrés qu'elle ne porte que ça. Ferchid ne peut s'empêcher de sourire. Tu te marres. Qu'est-ce qui te fait marrer? Résidu de marée. Hurle la caricature. Et tu vas répondre, oui. D'où tu sors? J'ai croyé cette ville aussi vide que la cervelle de ces morues. Le hurlement se transforme en un rire tonitruant. Apparemment satisfait de son humour, le type se lève pour toiser Ferchid sous le nez, non sans l'asperger de fumée. Debout, le pirate n'est pas si grand que ça. Ses lèvres se tordent. T'es bien bronzé, toi. Tu ne serais pas un Afrique arabe par hasard? Ferchid agite les mains en signe de dénégation. C'est pas vrai. Au bout de 3 siècles, le racisme n'a pas désarmé. Mano, sono italiano, dit-il rapidement. Je viens du sud. Le groupe dont je faisais partie, je suis le seul survivant. Les requins, les crocodiles. On dit prince-capitaine. Quand on s'adresse à moi, je ritale. Je suis le prince-capitaine Warcraft. C'est bien compris? Bon, tu as l'air en bon état, c'est ta chance. On te garde, au lieu de t'envoyer rejoindre les tiens dans le ventre des requins. Je serais heureux de faire partie de votre équipage, prince-capitaine, lâche Ferchid en s'inclinant. Le rire de Warloft emplit à nouveau la cabine. Mon équipage? Qui t'a parlé de mon équipage, le rital? Allez, emmenez-moi ça dans la cale. Et c'est ainsi que le pilote de l'ex-agence spatiale européenne, Ferchid Ben Azir, devient esclave au XXIVe siècle. Le Dragon Rouge patrouille une dizaine de jours dans la capitale, inondée, remontant la Seine, dont la largeur atteint par endroits plus d'1 kilomètre. De fréquentes expéditions dans des immeubles éventrés permettent de ramener un maigre butin, essentiellement des objets de métal qui, Ferchid le comprend vite, serviront à fabriquer des armes et des outils. Mais la plupart des maisons ont été depuis longtemps ratisées, jusqu'à l'os. Une expédition de chasse revient avec des cochons sauvages vivants et les carcasses de quelques antilopes et d'un buffle destiné à améliorer l'ordinaire. Les cochons sont lâchés dans un enclos à l'arrière de la barge, où sont également élevées des poules. Ferchid, qui a jugé plus prudent de se faire appeler Pharaoh, ne participe pas à ce genre d'expédition. Quand on les tire de la cale où on l'a enfermé, non sans l'avoir délesté de son poignard, de son briquet et de ses autres maigres possessions, c'est pour récupérer du bois, car l'énorme chaudière de cuivre qui fait tourner les machines du bâtiment est uniquement alimentée par des branches mortes et des planches, dont le dragon rouge fait une consommation effrénée. C'est même une obsession du prince-capitaine qui ne cesse de crier. Du bois pour le grand large, bande de traînes nageoires. Ce n'est qu'à ces occasions que l'esclave peut côtoyer les membres de l'équipage, entre 50 et 60 mâles et femelles qui, pour la plupart, s'expriment dans un rugueux sabir d'allemand, de néerlandais et de langue scandinave. Des grandes gueules, querelleurs et joyeux qui se donnent du cœur au ventre en buvant un torboyau redoutable fait avec des plantes aquatiques fermentées. En d'autres circonstances, le pilote pourrait presque les trouver sympathiques, mais sans le rudoyer véritablement, les pirates ne font guère attention à lui, et ses essais de conversation ne vont jamais bien loin. D'où vous venez? De là-bas. Et où allons-nous? Quelque part. Ferchid est aussi employé à bourrer la chaudière, ce qu'il fait parfois avec des punis tout aussi peu loquaces. Et quand il peut bénéficier de quelques heures de repos, il s'écroule littéralement sur sa paillasse,
Comme nourriture, il n'a pas droit au gibier fraîchement chassé, dont le fumet vient parfois chatouiller ses narines, mais à une simple bouillie de légumes où nage parfois un morceau de poisson fumé. Pendant 4 jours, il a cru être le seul esclave, jusqu'au soir où sa gamelle lui est apportée par une jeune femme qu'il n'avait jusqu'alors jamais aperçue à bord. Il plisse les paupières dans la pauvre lueur de sa lampe à huile. La femme qui se penche pour poser le récipient à ses pieds ne ressemble pas aux autres membres de l'équipage de sexe féminin. Elle est jeune, autour de 20 ans, de taille moyenne, mais bien proportionnée. Elle est vêtue d'une simple robe de cuir et marche pieds nus. Ses cheveux sombres sont tressés en nattes, serrés. Elle est très belle et noire de peau. Merci, souffle Ferchid. Il n'obtient d'autre réponse qu'un battement de paupières surpris, avant qu'un gardien resté à la porte de la cambuse n'interpelle rudement sa visiteuse. Qu'est-ce que tu fous, Driss? Amène tes fesses vite fait. Ainsi tu t'appelles Driss, songe Ferchid, africaine et esclave. Le monde change bien peu, décidément. Les jours passent. Chaque fois que Driss lui apporte à manger, Ferchid tente de lui parler, mais toujours un pirate l'accompagne, ce qui limite les possibilités au strict minimum. Jusqu'au soir où elle vient seule, et où la gamelle qu'elle lui tend, recouverte par un tissu, révèle un grand morceau de viande dorée à point. Merci, Driss, souffle-t-il, et il la retient par le bras alors qu'elle allait tourner le dos sans un mot. Elle se dégage, mais sans chercher à fuir. Son visage, dont il a appris à connaître tous les détails, est plus curieux que craintif. Alors tu es esclave, toi aussi. D'où viens-tu? Comment ça, d'où je viens? Répond Driss en secouant la tête, ce qui fait cliqueter joliment les minuscules coquillages qui décorent ses nattes. Ferchid tend la main sans aller jusqu'à effleurer sa joue. Oui, ta couleur. Qu'est-ce qu'il y a avec ma couleur? Se cabre la jeune femme. Elle ne te plaît pas? Elle me plaît beaucoup, au contraire. Je suis simplement surpris. Tu viens d'Afrique? D'Afrique? Je sais pas. Mes ancêtres peut-être, mais je n'ai jamais connu mes parents. J'ai toujours été sur un bateau, d'autres avant celui-là. Et toi, tu viens d'où? Toi non plus, tu ne ressembles pas aux gens d'ici. Mon histoire est un peu compliquée, Driss. Je te la raconterai un jour. Le pays dont je suis originaire est au sud, lui aussi, la Palestine. D'ailleurs, je ne m'appelle pas Pharaoh, mais Ferchid. Tu te souviendras? Pharaoh, Ferchid, c'est pareil. Moi, on m'appelle parfois la négresse. C'est pareil. Non, Driss, ce n'est pas pareil. Driss hausse les épaules, secoue la tête dans le cliquetis de ses tresses. Ferchid voudrait ajouter quelque chose, mais à ce moment-là, un ruston en cuirasse pénètre dans la cale et fait sortir la jeune femme avec force jurant. Ferchid préfère ne pas penser à ce qui va lui arriver. En tout cas, il est sûr d'une chose. Il a désormais une amie à bord. Cette certitude se confirme. Chaque fois qu'elle le peut, Driss améliore son ordinaire avec de la viande ou du poisson. Ça ne lui est pas trop difficile, car elle travaille aux cuisines. Et elle parle, il se parle. D'autant plus que la surveillance se relâche et que Driss, désormais, vient seul lui apporter ses repas. Ils échafaudent de chimériques plans d'évasion, parfois ils ne se disent rien, ce qui est aussi bien. Il arrive à Driss de pouvoir rester de longs moments assise face à lui, à distance raisonnable, sans que jamais il ne se touche. Il a bien remarqué qu'elle se fait coquette, du fard violet sur ses paupières, une poudre brillante sur ses lèvres, un collier de galets peints, une ceinture de cordonnets de couleur vive. Il en est amusé, ému aussi, sans le manifester. Ainsi, 2 semaines passent. Le Dragon Rouge a depuis longtemps quitté Paris. Il navigue maintenant en pleine mer, c'est-à-dire dans la mer intérieure qui a rangé la Belgique et les Flandres. Remontant vers le nord, et c'est par un matin qui aurait pu être semblable à bien d'autres que le destin de l'homme tombé du ciel bascule à nouveau. Ferchid dort, épuisé par le travail à la chaudière. Une main le secoue. Il émerge en sueur, imaginant une fraction de seconde qu'il revit sa sortie du sarcophage. C'est Driss, réveille-toi, nous sommes attaqués. Attaqués, mais par qui? Des bateaux de la Fédération. La Fédération? Quelle Fédération? Ne parle pas tant et dépêche-toi, c'est peut-être le moment. Quel moment? Mais tu vas te réveiller, oui, espèce de Palestinien, c'est le moment de s'échapper. Cette fois, Ferchid a compris. Il se lève d'un bond et suit Driss sur le pont, où l'équipage au complet du Dragon Rouge semble pris de panique.
Les pirates courent dans tous les sens. Le prince-capitaine, hissé sur la vigie de proue, hurle des ordres que personne ne semble écouter. D'une sorte de catapulte qui a été tirée sur le pont principal, un projectile enflammé jaillit, s'abîme dans la mer en sifflant et fumant, bien en avant des vaisseaux attaquants. Car il semble bien que le bâtiment de Warloft subisse une attaque en règle, à 200 ou 300 nœuds, sur la mer grise et plate du petit matin. 4, non, 5 formes effilées se silhouettent avançant droit sur eux. Ce sont des sortes de catamarans à l'assise basse, dont les mâts sont constellés de plaques noires. Des capteurs solaires, pense Ferchid, décrit le pouce à se détourner un instant. Un des projectiles au soufre s'est enflammé sur la catapulte. Plusieurs marins se tordent sous le pont, au milieu d'un ouragan de feu jaune qui se communique rapidement au pont supérieur. Maintenant, souffle Driss en lui pinçant le coude. C'est que quoi? Je ne sais pas nager, fait piteusement Ferchid. Je rêve, lance la jeune fille en levant les yeux au ciel, et avec une force surprenante, elle le fait basculer par-dessus bord. La suite, pour Ferchid, s'apparente à un cauchemar. La mer se précipite vers lui, l'environne de ses flots froids qui pénètrent dans ses poumons. La main de Driss, sous son menton, lui maintient la tête hors de l'eau. Son bras passé autour de sa taille le soutient. Et puis, le flanc d'un catamaran sur lequel est calligraphié avec élégance le dauphin blanc se dresse comme une falaise d'ivoire au-dessus de sa tête. Une échelle de corde s'abat en travers de ses épaules. Il l'empoigne avec l'énergie du désespoir. 1 minute plus tard, il est à 4 pattes sur le pont, entouré de marins en habits blancs et cirés verts. Driss, ruisselante et radieuse, le contemple avec une moue soulagée. Le cauchemar s'est bien terminé, en fin de compte.